courgette. Ouais, non, désolé, j'étais obligée. Cette magnifique introduction tout cassée. J'adore. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute première vidéo vocale parce que madame a tellement la flemme d'écrire qu'elle est obligée de parler. Surtout que je vais quand même aborder un sujet assez massif et compliqué qui est ma magnifique série d'amour Ayatomia. Incroyable, j'espère que vous avez j'espère que vous avez kiffé la série, ou au moins aimé, ou au moins apprécié. Au moins, je vous demande pas de considérer ça comme un animé, même si, voilà quoi. Le manque de confiance en moi. Pour bien entamer cette vidéo, j'ai décidé de séparer cette vidéo en plusieurs parties importantes, faire un petit sommaire pour éviter de me perdre. Et j'ai décidé de commencer un peu pour vous expliquer un peu les points assez global de Ayatomia, les trucs à savoir si vous voulez pas vous perdre. Et j'ai reçu énormément de questions au sujet de qui sont les fléaux, qu'est-ce que c'est que les contaminés précisément, les personnages sont-ils des humains ou pas, enfin voilà, j'ai été bombardée et je m'y attendais parce que madame a une fois de plus balancé un contenu sans contexte. Je vous aime, ne vous en faites pas. Nous allons donc commencer par dire où se trouve Ayatomia et quels sont les points communs et les différences que ce monde possède comparé à la Terre. Alors il faut savoir que ce monde se situe non pas dans une dimension différente ou une autre galaxie, mais plutôt sur une autre planète dont la localisation spatiale n'a pas vraiment d'importance parce que, eh bien, j'ai la flemme quoi. Quant aux habitants qui y vivent, ils sont nommés les Ayatomiens et ils sont loin d'être des êtres humains comme nous, évidemment. Limite, leur seul point commun avec nous, c'est leur ressemblance physique. Autrement, en ce qui concerne leur espérance de vie, leur croissance et leur capacité physique et tout, c'est une autre histoire, mais je vais développer tout ça plus tard, ne vous en faites pas. Ces mêmes habitants ne sont ni plus intelligents, ni plus idiots que les terriens, mais ils sont beaucoup plus avancés que nous en ce qui concerne la technologie, les connaissances et autres. Pour la simple et bonne raison que leur espèce se développe plus rapidement que nous. D'ailleurs, leur calendrier actuel a plus de 700 années d'avance que nous. En gros, imaginez, nous sommes en 2023, ce qui est le cas, et eux, ils sont en 2723, tranquille. Après, leur calendrier a été fixé plus tôt par un individu important dont je ne dirai rien sur lui, MDR. Mais ça arrivera, ne vous en faites pas, mes petites courgettes. Mais alors, qu'en est-il de leur interaction avec nous et est-ce qu'ils savent que nous existons ? Eh bien, comme je l'ai dit, les Ayatomiens sont beaucoup plus avancés que nous et ont pu se développer plus rapidement. Par conséquent, ce sont eux qui ont découvert l'existence de la Terre avant que nous découvrons leur existence. Et devinez ce qu'ils ont fait de nous le temps que nous découvrons leur existence. Eh bien, ils ont littéralement squatté la Terre. Oui, vous avez bien entendu, la majorité d'entre eux ont décidé de vivre comme nous, avec nous, pour satisfaire leur curiosité. Assez glauque tout ça, j'avoue. Et évidemment, dû à leur ressemblance physique incroyable avec nous, ils n'ont jamais été démasqués durant toute cette période. Je suis en train d'imaginer. Vous imaginez un Katsuno et Liana qui gambadent actuellement dans la rue, en bas de chez vous. Franchement, le rêve. Bon, je suis en train de m'égarer, ne faites pas attention à moi. Enfin bref, je m'égare. Mais il faut savoir également que plusieurs choses sur Terre ont changé dû à l'influence des Ayatomiens, notamment le fait que beaucoup d'entre eux ont pris l'habitude de vivre parmi nous. Certains ont même décidé d'abandonner leur identité et de devenir complètement humains, entre guillemets, en allant faire des études, en grandissant là-bas et en exerçant un métier de façon à s'introduire complètement dans le quotidien d'un humain lambda. Mais dans d'autres cas, certains décident d'exercer une vie paisible sur Terre mais sans pour autant abandonner leurs racines. Mais bon, ce n'est pas quelque chose d'important à savoir, ou du moins pas pour le moment. Maintenant, nous allons passer à un autre sujet assez important concernant ces mêmes habitants, à savoir qu'est-ce qu'une énergie biologique. Les Ayatomiens possèdent ce que l'on appelle l'énergie biologique. Cette chose se traduit plus comme une sorte de mana qui leur permet de faire plusieurs choses, notamment maîtriser leurs facultés physiques et exécuter certains sorts. Évidemment, cela varie en fonction du clan auquel l'individu est lié. Cette énergie circule partout dans le corps de la personne, comme le sang d'ailleurs, et elle émane principalement d'un point précis au niveau de la poitrine que l'on nomme le noyau. D'ailleurs, le noyau dégage une aura propre à la personne. Cette aura n'a pas vraiment d'utilité, mis à part se faire constamment localiser par les autres personnes qui sont capables de la ressentir. Ah mais c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans l'épisode 5 où Katsuno a rendu... Oh. Attendez, mais ça m'a fait rire, je viens de me souvenir de certaines personnes qui m'ont fait des remarques assez
Vas-y. Oh mais en gros, Katsuno a enregistré celle de Leana afin que celle-ci ne fasse pas de bêtises en son absence. Enfin pour savoir où elle est au cas où elle décide de s'enfuir voler des marchandises. Après, seuls les Kazuhiro peuvent ressentir l'aura de quelqu'un. Autrement, les autres sont obligés de porter un sorte de capteur spécial. Généralement, seuls les expédiés ou les gardes ont le droit de posséder ce capteur, mais j'expliquerai ça plus tard. Mais du coup, à quoi sert cette énergie et comment évolue-t-elle au fil du temps et de la croissance d'un individu ? Le fonctionnement de ce noyau et sa stabilité varient en fonction de la croissance de l'individu et parfois elle peut poser certains problèmes assez embêtants. Laissez-moi vous dresser la liste de ce qu'il pourrait arriver lorsque le noyau devient instable durant la phase 2. Ah mais oui, il faut que j'explique ce que c'est la phase... Oh non. Ah, il faut que j'explique c'est quoi les 3 phases périodiques de la vie d'un ayatomien. Je vais y arriver, ne vous en faites pas. Alors parlons-en de ces fameuses phases. Préparez-vous, je vais vous faire un petit chapitre des SVT tout pété qui n'existe même pas. La phase 0 dure de la naissance jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans pour les 2 ans. Durant cette période, l'enfant ne possède pas encore d'énergie biologique et par conséquent, son noyau est inactif. Il est d'ailleurs tel un humain, tout ce qu'il y a de plus normal on va dire, et il ne possède pas de queue ni d'oreille vu qu'ils ont besoin de leur énergie biologique pour les faire apparaître. Est-ce que ça se voit que j'ai cherché une excuse bidon pour leur apparence physique, alors que de base c'était juste pour l'esthétique ? Ouais. Donc les enfants de cet âge-là sont totalement inoffensifs et ne peuvent pas se battre, évidemment sinon les pauvres. Ensuite vient la phase 1 qui dure à partir de l'âge de 4 à 5 ans à la puberté. Oui, je vais parler de puberté, voire pire, donc préparez-vous. Durant cette période-là, le noyau commence à s'activer lentement et la personne se voit apparaître ses fameuses oreilles et sa queue de temps en temps. Ah, et aussi le type d'oreille ou autre varie en fonction de la personne, donc il est normal que certains ressemblent à des loups et d'autres à des renards ou autres. Il n'y a pas de raison à cela, car sinon je vais finir par m'emmêler les pinceaux, alors que c'est déjà un peu le cas. Mais vu que le noyau est stable, la personne peut choisir de cacher ses membres s'il le souhaite sans souci, et aussi c'est durant ce moment que l'individu commence à découvrir ses facultés de Kuba et autres. Mais là encore ça varie en fonction des clans et de lignées. Après, nous avons affaire à la phase 2 qui dure de la puberté à leur première fois. Je suis bizarre. Bref, restons concentrés. Alors durant cette période, l'énergie biologique part littéralement en cacahuète. En fait, le noyau devient tellement instable que la personne n'arrive même plus à cacher ses oreilles ou sa queue, mais ça ce n'est pas dramatique comparé à ce qui se passe niveau faculté. Un exemple, si le grincheux ne s'entraîne pas régulièrement à canaliser son énergie, au moindre relâchement, il peut brûler quelque chose ou détruire ce qu'il tient ou touche à cause de sa force physique qui augmente souvent sans le vouloir vraiment. Et cela peut être très dangereux pour les autres mais aussi pour lui-même. C'est pour cela que les jeunes adultes sont obligés de suivre des formations auprès d'une organisation spécialisée dans ce domaine, dont je développerai plus tard. Et enfin, vint ensuite la fameuse phase 3. Contrairement aux premières que nous avons citées, cette phase ne se déclenche non pas en fonction du hasard, mais plutôt en fonction de notre choix a priori. Et dans ce cas, 2 personnes sont nécessaires pour déclencher la phase. Et après la première relation entre eux. Le noyau entre en phase de sommeil qui peut durer des heures, voire des semaines en fonction de la personne. Pendant ce moment, plusieurs choses se produisent chez la personne comme l'incapacité à utiliser ses facultés ou des symptômes assez embêtants comme le sommeil qui devient très lourd ou l'insomnie, le manque de force, pic de colère ou des tristesses, la faim, le manque d'appétit, enfin, tous les symptômes chiants du monde sont réunis pour bien faire casser les bonbons à la personne passant en phase 3. Après, on ne peut pas dire que cela n'en vaut pas la peine, car une fois que cette période se termine, le noyau se réactive et cette fois, elle se stabilisera totalement. Fini les pics énergétiques, les incidents et autres. Mais en plus de cela, l'individu gagne une grande partie des facultés de la partenaire et devient plus fort en combat. Mais évidemment, cela ne se produit qu'une seule fois, et une fois que la personne passe en phase 3, elle y reste jusqu'à la fin de sa vie. Et elle ne peut plus acquérir plus de facultés, même avec d'autres personnes. Donc non, ils ne vont pas accumuler de facultés et devenir plus forts en faisant n'importe quoi avec les gens. L'acquisition des facultés varie en fonction des cas. Certains obtiennent toutes les compétences de l'autre individu, et d'autres qu'une petite partie. En fait, c'est toi et ta chance de merde. Maintenant que j'ai expliqué qui sont les Hayatomiens, nous allons enfin passer au sujet le plus important de cette série, la plus grande menace de Hayatomia, les fléaux. Bon, pour le moment j'ai abordé ce sujet vite fait dans l'épisode 1, mais je me suis rendu compte que beaucoup de choses manquaient à l'appel et que j'avais entre guillemets bâclé l'explication.
En même temps, la scène de la réunion des descendants n'avait que pour but de marquer le début d'une loi importante concernant la population, et il était évidemment inévitable d'aborder le sujet des fléaux. Mais en ce qui concerne les détails de ces dangereuses menaces, ils n'ont pas été dits durant tout le reste de la série. Mais ça arrivera. Il y a énormément de choses à savoir sur eux, mais je ne vais vous donner que les détails basiques car suspense. Ces monstres sont extrêmement dangereux et sont responsables d'une très grande partie de taux de décès dans le monde. Impitoyables qu'ils sont, personne ne fait exception en ce qui concerne leur cible. Ils s'attaquent à pratiquement n'importe qui. Petits, grands, garçons, filles, enfants, adultes, personnes âgées, enfin voilà quoi. Mais qui sont-ils précisément ? De nos jours, les habitants de Ayatomia ne savent pas à 100% qui sont-ils, ni d'où ils viennent-ils. Actuellement, seuls certains points basiques sont confirmés. Mais des théories sont constamment développées pour tenter d'en savoir plus sur eux. Et généralement, cela n'aboutit pas à de bons résultats, mais bon. Les points basiques sont qu'ils sont issus de la corruption du noyau d'une personne suite à plusieurs facteurs psychologiques. Les fléaux ont toujours été là aussi longtemps que la population s'en souvienne. Depuis des millénaires, des personnes perdent le contrôle et deviennent de misérables pantins du chaos. Personne ne sait quels sont leurs buts ultimes, mis à part tuer et massacrer des innocents à longueur de journée. Lorsque de mauvaises ondes telles que la haine, le chagrin, la terreur et autres envahissent le cœur de la victime, celui-ci se voit engloutir entre guillemets par une toute autre énergie bien différente de celle que nous avons parlé, l'énergie corrompue. Ouais bon, je n'ai pas eu la motivation de trouver des noms stylés pour ce genre de choses. Personne ne sait précisément d'où sort cette énergie, hormis le fait qu'elle se trouve partout où il y a des émotions négatives. C'est-à-dire partout, vu que Ayatomia c'est du kiwi. Une théorie à ce sujet explique que lors de la première phase de corruption de la victime, une autre conscience née à partir de ces mauvaises ondes commence à prendre la place de la conscience de l'hôte. L'échange de place requiert beaucoup d'énergie et le contact direct avec l'énergie biologique de la personne et l'énergie corrompue déclenche une puissante réaction et cela accumule des contraintes. Et qui dit accumulation de contraintes, dit libération d'énergie. Et cette libération déclenche une explosion dont la puissance varie en fonction du taux d'énergie corrompue infusé dans le corps de la victime. Cette phase est nommée la phase d'incubation. Cette phase a été déjà abordée dans le post-indice d'Ilian et d'une autre personne. Une fois que la phase d'incubation est terminée, plusieurs théories ont une fois de plus été développées pour tenter de savoir où part la véritable conscience de l'hôte. Une de ces théories explique que la conscience de la victime disparaît complètement après que la conscience corrompue a pris le relais, laissant alors son corps complètement à la merci du chaos et cet imposteur. Bien évidemment, la population devait se défendre face à cette menace et éviter un maximum les dégâts à chaque apparition d'un fléau. Pour faire en sorte que tout le monde s'engage dans cette lutte, une organisation a été créée pour former et guider tous ceux qui ont la capacité de se défendre contre cette menace. Il s'agit de Palladium. Son but est d'expédier ceux qui sont assez forts pour abattre des fléaux qui sont déjà apparus à travers tout Ayatomia. Et le niveau de dangerosité du fléau confié à un expédié varie en fonction du niveau de combat de la personne chargée de cette mission. Je publierai les rangs de combat dans un post sur Insta YouTube bientôt parce que je n'ai pas eu le temps de les faire, je l'avoue. Les fameux contaminés, les cibles de la fameuse loi PCP. J'en parle beaucoup dans la série dès la première épisode, mais sans pour autant expliquer cela encore. Donc c'est parti. Les personnes considérées comme contaminées sont ceux dont leur noyau a atteint un seuil d'instabilité hors de la norme, ou de l'habitude plutôt. Encore une fois, cette loi n'est fondée que sur des théories incertaines et non pas sur des faits confirmés, ce qui est d'ailleurs l'une des raisons principales de pourquoi beaucoup de personnes sont contre cette barbarie. Mais je développerai tout ça après. Généralement, une personne a plus de chances de devenir un fléau lorsque son noyau est extrêmement instable, plus que la moyenne en fait. Et ces personnes-là sont reconnues via un test, exactement comme les tests Covid afin de savoir si nous sommes positifs ou non. Et lorsque la personne est positive, elle est perçue comme contaminée et elle est directement déportée à Cadera. C'est ainsi que procède la loi du fondateur des exécuteurs. Alors que dans la théorie que je vous ai fait part, ce n'est pas l'instabilité du noyau qui déclenche la naissance d'un fléau, mais les émotions négatives. Après, à Ayatomia, rien n'est officiel, et l'origine et la nature des fléaux sont toujours de vrais mystères. Même après des millénaires de souffrance et de terreur. La fameuse loi qui casse bien les bonbons de notre chère Liane. La loi purification contrôlée de la population a été appliquée seulement quelques mois après la seconde éruption par le descendant Shimura lui-même. Le but étant de contrôler le taux de naissance des fléaux de façon très radicale, c'est-à-dire éliminer tous ceux qui peuvent potentiellement devenir un fléau, les fameux contaminés que j'ai expliqués plus tôt.
Vu que cette méthode était injuste et extrêmement hostile envers la population, plusieurs descendants ont évidemment refusé de l'appliquer. Et pour que cette loi soit efficace, on va dire, il faut qu'elle soit appliquée partout sur le territoire de Ayatomia. Mais suite à la seconde éruption, la fameuse explosion qui s'est produite sur Terre et qui fut tellement destructrice qu'elle a atteint aussi Ayatomia. En fait, l'énergie corrompue est tellement instable qu'elle a tendance à transgresser les lois de la physique et temporelle au point de faire des dégâts sur 2 planètes différentes. Mais je ne vais pas développer sur le sujet, sinon je vais vous faire un cours de science tout pété. La majorité des descendants ont cédé à cette folie et ont accepté de l'appliquer. Même s'il y a des exceptions, cela ne suffira pas à épargner la population.